Bonjour à tous, je voudrais commencer par citer quelques phrases. Les violences en ligne sont moins graves que les violences physiques, derrière un écran c'est quand même moins grave, même le virtuel c'est quand même pas le réel. Alors ces phrases je les ai entendues, comme vous sans doute, parce qu'il existe encore, on l'a bien compris ce matin, cette idée que les violences en ligne seraient moins graves, en tout cas on trouve beaucoup de raisons de les justifier ou tout au moins de les tolérer. On vit dans un monde où il est impossible aujourd'hui de dissocier totalement notre vie numérique, notre vie virtuelle, si je puis employer cette expression, de notre vie réelle. Nous parlons tous de révolution numérique, de ses avantages, de ce qu'elle nous apporte, mais nous occultons trop souvent cette part d'ombre qui a été très bien décrite au travers des diverses interventions. Et je pense que c'est vraiment le défi de ce siècle, que de nous adapter à ce monde numérique et surtout de nous protéger et de protéger les autres. C'est un combat collectif que nous devons mener. La réponse doit être nationale, évidemment, mais elle doit être aussi européenne. D'autant plus quand on sait que parmi les contenus pédocriminels qui circulent sur Internet, plus d'un sur deux est hébergé au sein de l'Union européenne. Toutefois, je voudrais dire qu'il y a au moins une raison d'être optimiste. C'est la mobilisation suscitée notamment par cet événement, car sur tous les sujets sociétaux, c'est la mobilisation au début de quelques-uns qui fait qu'on peut progresser. Et je veux vous remercier pour cette organisation, pour avoir mis sous les projecteurs ce sujet et d'avoir mis en lumière un certain nombre de réalités. Alors comme vous le savez, je suis déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Et notre mission est de coordonner l'aide aux victimes sur tout le territoire national et d'améliorer les dispositifs d'accompagnement. L'idée que toutes les victimes en France puissent bénéficier d'un accompagnement. Pour ça, je travaille avec des spécialistes issus de plusieurs ministères, parce que l'idée de l'aide aux victimes, c'est que tous les ministères sont concernés, que ce soit la santé, la justice, l'intérieur, les affaires étrangères ou autres. Quand tu l'as, c'est peut-être mieux. Très bien. Le premier point qui me paraît important de mettre en avant, c'est que pour lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience collective et individuelle. On sait aujourd'hui que les violences sexuelles et sexistes en ligne peuvent être d'une extrême gravité, je pense notamment à la vidéo qu'on a pu voir tout à l'heure. Il y a à peine 4 ans, j'ai été confrontée à cette sorte de résistance. Je pensais que c'était du bon sens que les violences sexuelles en ligne sont graves, et je me suis rendu compte que c'était loin d'être un acquis. À l'époque, j'étais rapporteure de la loi du 21 avril 2021, qui a notamment permis de prendre en compte un certain nombre de violences sexuelles à l'égard des mineurs, en incriminant notamment le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur des images pornographiques de ce dernier, d'inciter un mineur par un moyen de communication électronique à commettre tout acte de nature sexuelle sur lui-même ou sur un tiers. Il y avait également la criminalisation du recours à la prostitution pour les mineurs de moins de 15 ans. À cette époque, il a fallu beaucoup convaincre. Ça a été un travail assez fastidieux. Et je pense qu'il nous a beaucoup aidé, c'est que nous avons rencontré la brigade des mineurs de Paris, qui nous avait alerté sur une affaire particulièrement sordide. Une jeune collégienne avait été contactée par une autre enfant de son âge sur les réseaux sociaux, avec laquelle elle avait tissé une relation de confiance pendant des semaines, pour certaines même des mois. Elle avait une passion partagée pour la mode et puis ce rêve de devenir mannequin. Après plusieurs échanges de messages, d'images, la seconde personne a demandé des photos topless à cette jeune fille. Elle s'est sentie en confiance, elle les a envoyées. C'est à ce moment-là, évidemment, que le piège s'est refermé sur elle. Et la jeune collégienne en face était finalement un prédateur de 22 ans, étudiant, qui, personne n'aurait pu douter qu'il se livrait à ce type d'activité. Et il lui a demandé, une fois qu'il a eu ses photos, il lui a fait ce chantage en demandant notamment des vidéos, il lui demandait de faire des actes d'autopénétration et des actes d'une particulière grande barbarie, des actes humiliants que je ne décrirai évidemment pas. Il s'est avéré que cet individu avait fait plus d'une 50aine de victimes déjà en France et à l'étranger. Et on s'est heurté à cette difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'infraction qui collait à ça exactement, parce qu'on n'en avait pas pris la conscience, et qu'on a attribué des infractions à un niveau délictuel, alors que ces infractions étaient d'une particulière gravité. Ça a amené même une autre difficulté, c'est que du fait que c'était de nature délictuelle, l'individu en question, à l'issue de 6 mois de détention provisoire, a été libéré, et il a de suite réitéré.
C'est la raison pour laquelle, effectivement, il est important de faire avancer notre arsenal répressif. Autre double peine pour ces victimes, c'est qu'après ça, les images des victimes ont été monnayées sur le darknet. Et aujourd'hui encore, certaines vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire que ces images peuvent ressurgir à tout moment. Alors ce drame remonte à peu près 2017 et imaginez aujourd'hui avec les progrès de l'IA, du développement des deepfakes pornographiques, des algorithmes qui ciblent les mineurs ou les personnes les plus vulnérables, ce que ce sombre individu aurait pu faire, ce que d'autres font à l'heure où nous débattons. Cette révolution du numérique, désormais incarnée aussi par l'IA, ne doit pas devenir notre talon d'Achille, mais une force transparente, responsable et surtout régulée autant qu'il soit possible de le faire. Une IA qui devrait aussi être au service de l'humanité, qui permettrait à l'avenir aussi de mieux traquer ses prédateurs. Il est indispensable que la réponse répressive s'adapte, mais également que notre société en prenne la pleine mesure. Et il faut évidemment responsabiliser les plateformes. La formation aussi est déterminante, celle de nos policiers, celle de nos magistrats, des avocats, de tous les professionnels, pour justement prendre la mesure de ce défi numérique. La DACG, au sein du ministère de la Justice, a entrepris une formation, notamment particulièrement des magistrats, pour les sensibiliser au sujet du numérique. L'autre aspect qui est important, c'est de développer l'allée vers, c'est-à-dire identifier les victimes, ne pas attendre qu'elles viennent nous voir. Il y a une réalité, c'est qu'on demande souvent aux victimes d'être courageuses et d'être dignes. Et même d'ailleurs, quand une victime prend la parole publiquement, on salue son courage et sa dignité. Et si j'attire votre attention là-dessus, c'est que parfois, pour certaines victimes, il y a aussi cette injonction à témoigner, ou même presque à être digne, comme si, d'une certaine manière, elle n'était pas. Or, je pense que c'est important de le dire, toutes les victimes sont dignes, toutes les victimes sont courageuses. Et je pense notamment à deux souvenirs que j'ai, notamment d'une jeune lycéenne, très très jeune, dont le petit ami, ex-petit ami, avait publié des photos sur Internet auprès de ses propres amis et qui s'est retrouvé dans un état psychologique extrêmement compliqué, qu'il était dans une incapacité de parler. Je pense également à cette jeune fille de 16 ans qui a été, pour ainsi dire, vendue par son petit copain devenu proxénète, qui ne voulait pas déposer plainte, et on comprend pourquoi quand on connaît aujourd'hui les mécanismes du psychotrauma, de l'emprise et autres. Et c'est finalement sa mère qui l'a récupérée sur un lit d'hôpital complètement tuméfié, dans un état de dissociation qui serait difficile à décrire. Évidemment, ces victimes sont courageuses parce que je pense que pour endurer ça, il faut beaucoup de courage. Et je crois que ce n'est pas aux victimes d'être courageuses, en réalité, c'est la société de l'être, c'est à chacun d'entre nous pour lutter efficacement contre ces violences. Nous pouvons tous, par exemple, signaler lorsque nous voyons des contenus inadaptés, quand nous voyons des contenus choquants, quand nous voyons des contenus illégaux. Il est évident également qu'il est important de soutenir les victimes en signalant. Et il existe notamment le chat arrêtonslesviolences.gouv, qui est un bon outil. Il serait sans doute intéressant d'en développer d'autres à un autre niveau également, mais qui permet à une victime ou un témoin de se connecter de façon anonyme et d'être en contact avec un policier et un gendarme spécifiquement formés pour justement pouvoir accompagner la personne et pouvoir, si elle le souhaite, avoir l'aide dont elle a besoin. Il existe également des numéros importants, 119, mais je pense aussi au 116 006 de France Victimes qui permet d'accompagner les victimes. Au-delà de l'aller vers de l'identification, ce qui est important, c'est d'accompagner les victimes avec une conviction que j'ai maintenant depuis 2 ans que je suis au sein de la délégation à l'aide aux victimes, c'est que personne n'est condamné à être victime toute sa vie ou ne devrait l'être. Et l'accompagnement ne doit pas se résumer à l'aspect judiciaire. Il est indispensable de prendre en compte la prise en charge sociale, psychologique, juridique et plus largement toutes les difficultés que peuvent rencontrer les victimes. Je pense notamment à l'emploi. Quand on a vécu l'impensable, retrouver un emploi est extrêmement compliqué. Je pense au sujet de la parentalité. Une victime qui a subi des violences sexuelles peut avoir de grandes difficultés dans son rôle de parent. Et il est important d'apporter un soutien important à ces personnes et aussi parfois aussi à leurs proches. Je souhaiterais porter à votre connaissance 2 chiffres qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que uniquement une victime sur 10 est accompagnée par une association d'aide aux victimes. Près de 1 sur 2 indique ne pas savoir qui contacter en cas de besoin d'aide. Et les associations d'aide aux victimes, les associations de victimes font un travail extraordinaire et je tiens à le saluer parce que c'est un travail souvent assez invisibilisé, on ne les voit pas. Mais ça peut être un grand secours pour les victimes et beaucoup d'ailleurs ont permis de faire progresser les textes législatifs
pour la protection des victimes. Mais au-delà de ces chiffres et de ce que je vous ai dit, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'accompagnement et je crois qu'il faudrait un vrai service public de l'aide aux victimes pour permettre aux victimes, d'ailleurs avant même qu'elles le soient, de savoir vers qui se tourner, où aller pour avoir un accompagnement global qui prenne en compte toutes les dimensions que j'ai évoquées. L'idée serait également de faciliter l'information des victimes, notamment en ligne. Nous sommes aussi attachés à ce que la prise en charge du psychotrauma et les connaissances du psychotrauma soient mieux diffusées, parce qu'il est important que les professionnels, mais aussi le grand public, aient conscience des implications du psychotrauma et du fait notamment qu'effectivement une victime ne peut pas témoigner facilement, qu'une victime peut avoir des difficultés sur le long terme, que non, une victime ne peut pas reprendre une vie normale juste par volonté. Ce n'est pas toujours qu'une question de volonté. Il y a encore aussi ce cliché dans la société de cette injonction à un moment donné à aller mieux. La connaissance au psychotrauma nous permet de comprendre que ce qui fait la différence, c'est avant tout l'accompagnement de la victime et aussi de ses proches, je pense notamment aux enfants, dans la durée. Je terminerai en vous disant, après avoir entendu cette matinée de débat, qu'effectivement il y a encore beaucoup à construire, mais ma conviction c'est que dans toute société démocratique, ce qui doit primer, c'est l'accompagnement des victimes, le respect de la dignité humaine avant tout, et qu'effectivement dans un état de droit on cherche toujours l'équilibre entre les droits et les libertés, mais il y a quand même des droits et des libertés qui priment sur les autres, et le droit à la dignité des victimes, leur droit à pouvoir mener une vie normale, même si ce n'est pas un droit inscrit en tant que tel, et pour moi, évidemment, fondamental. Je voudrais enfin remercier encore une fois tous les organisateurs de cet événement et tous ceux qui, justement, se battent au jour le jour pour améliorer l'accompagnement des victimes, pour faire en sorte qu'elles soient mieux identifiées, mieux accompagnées. Je partagerai aussi une conviction importante, c'est ce combat ne sera pas gagné si on ne gagne pas le combat de la prévention. Auprès des enfants, évidemment, mais même auprès des adultes, je pense qu'il y a vraiment une campagne à mener pour favoriser l'éducation à l'école. Je pense évidemment aux séances d'éducation à la vie sexuelle et affective qu'il faut développer, où justement c'est le lieu où il faut parler de ce qu'est réellement le consentement, apprendre aux enfants à se protéger, mais ce sont aussi des séances qui permettent de détecter des victimes, et je pense que c'est important de le rappeler. Je vous remercie, je ne vais pas être plus longue, mais voilà, j'espère que nous pourrons faire un colloque dans quelques années et nous dire que tout ça aura été amélioré.